Je sais pas, je suis certainement pas un académicien. Je suis pas non plus un encyclopédiste parce que je n'aurais pas accepté de faire un dictionnaire normal ou une encyclopédie. Je déteste l'exhaustivité. Enfin, c'est pas que je la déteste, mais ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de la faire Et donc, j'aurais pas commencé un travail comme ça. Je l'ai commencé pour une raison simple, c'est que un de mes amis proches, Michel Lebris, qui est écrivain et qui est l'organisateur du festival Étonnant Voyageur, hein, c'est en littérature à Saint-Malo tous les ans à la Pentecôte, m'envoie son dictionnaire amoureux des explorateurs, que je regarde, c'est un très très gros pavé de 1000 pages, et je regarde avec intérêt, je le lis. Alors comme tous ces genres de trucs, tu lis pas tout, tu lis les entrées, tu vas si tu retournes à ça. Et je regarde la nomenclature derrière de tous les dictionnaires amoureux, une collection dont j'avais déjà beaucoup entendu parler en fait, qui a un certain, on va dire, prestige. Et je vois un dictionnaire amoureux de la musique et André Tubeuf, bon, un dictionnaire amoureux que je connaissais, que je venais de voir sortir d'Antoine Decaune sur le rock, très bien. Et je regarde, il n'y a rien sur le jazz, c'est bizarre, hein. Je regarde, est-ce que j'ai bien vu? Je regarde une deuxième fois, rien sur le jazz. J'appelle Lebris, je lui dis, écoute, j'aimerais bien écrire un dictionnaire amoureux du jazz. Mais il appelle le directeur de la collection, il me donne son nom. Je mets un mail au gars qui disait, grosso modo, voilà, je suis machin. Vous ne le savez peut-être pas, mais je ne suis pas un enfant du rock, mais je suis aussi un enfant du jazz. Et donc, ce que j'aimerais, c'est écrire un dictionnaire amoureux du jazz, parce que bon, c'est la musique que j'écoute depuis que j'ai 16 ans quand même. Et je ne m'attendais pas franchement à une réponse, c'est ce genre de truc, on est toujours en train de lancer une bouteille à la mer comme ça. Et 2 heures et demie après, alors que je faisais absolument autre chose, je reçois une réponse, il me dit, j'habite Bruxelles, mais je suis à Paris la semaine prochaine, je vous invite à déjeuner, quel intéressant projet, parlons-en. Et pratiquement, j'ai signé dans la foulée. Et pour moi, j'étais hyper heureux. Hyper heureux. Et bon, en me disant, bon voilà, je connais le sujet, il me dit, vous avez 2 ans pour le faire. En in petto, comme disent les romanciers du 19e siècle, il me disait, bon, en un an, c'est voilà, c'est terminé. Taratata. En fait, j'ai largement sous-estimé 2 choses. Un, l'énorme documentation qu'il fallait fournir, spécialement pour des sujets qu'on connaît, parce que je me suis aperçu que quand on fait appel à sa mémoire, c'est là où on est le plus souvent trahi. Et deuxièmement, parce que je connaissais peut-être bien le sujet, mais je connaissais bien, on va dire, la surface terrestre. Il fallait rentrer 15 km en dessous. Et puis, ça m'a apporté énormément de choses, parce que j'ai découvert, finalement, une histoire du jazz dont je connaissais bien les contours, dynamique, avec tous les... Ah oui, c'est là qu'il a rencontré machin, et ça s'est passé comme ça, et c'est à ce moment-là que, etc. Et donc, ça, pour moi, c'est fantastique. Et ça a été la grande leçon. Donc, j'ai fait ce dictionnaire, je me suis jamais dit ça va être une œuvre d'encyclopédiste, je me suis jamais dit ça va être un travail insupportable. Ça n'a pas été un travail insupportable. Pendant 3 ans, j'ai beaucoup travaillé, mais je me suis beaucoup amusé. Il n'y a pas d'aliénation là-dedans, au sens marxiste du terme. Donc voilà, 3 ans de bonheur. 3 ans au lieu de 2, alors, finalement. Ouais, enfin, voilà, disons pas exactement 3 ans, 2 ans et demi. J'ai rabibioté 6 mois en plus de mon contrat parce que, mais tous les auteurs sont en retard. Moi, j'étais moyennement en retard, même très peu finalement. En fait, rien véritablement, sauf un équilibre autour de l'histoire du jazz. Parce que je me dis, si j'ai envie d'écrire en fait ce dictionnaire amoureux, c'est pour une raison simple, c'est que j'aime cette musique et je l'aime sans exclusive. Je l'aime depuis que j'ai découvert les premiers Creole Jazz Band de King Oliver de 1923, Bix Beiderbecke juste en même temps, et puis l'évolution naturelle a suivi en fait. Et donc j'avais aucunement l'intention de faire un focus, comme on dit aujourd'hui, le langage moderne, sur tel ou tel ou tel truc. Je voulais montrer qu'il y avait une filiation que je trouvais normale de, en plus, le premier disque de jazz est enregistré en février 1917, quand même, et 101 ans après. 100 ans, ça veut dire quelque chose, c'est des trucs qui nous interpellent. 100 ans de jazz, alors bien sûr, on peut toujours dire, on sait pas comment sonnait Buddy Bolden, on a quelques enregistrements de Freddie Keppard, mais on ne sait pas comment était la Nouvelle-Orléans au temps de Jelly Roll Morton en 1910, par exemple, à un moment donné où c'est florissant. Mais tant pis, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour ce qu'on sait, j'avais envie de donner une vision assez large
Donc je me suis surtout attaché à traiter les choses voilà, que j'aimais, mais en respectant tous les styles. Parce que il n'y a pas celui-là y est, celui-là n'y est pas. Parce qu'il y a 2500 personnes qui mériteraient d'y être. Donc je me dis, bon, tout bad. Il y a Jimi Hendrix dedans pour une raison extrêmement simple, c'est que Miles Davis, pour moi, est le personnage central qui hante ce livre. Il se faufile dans tous les entrées ou les chapitres. Et je voulais absolument raconter cette histoire entre Hendrix et Miles, qui pour moi est extrêmement importante, parce que il se trouve que je pense que la musique de Miles a profondément changé plusieurs fois dans sa vie. Tout le monde, tous les amateurs de Miles le savent. D'ailleurs, lui-même, dans la dernière anecdote que je raconte, invité par Nancy Reagan, qui ne sait même pas qui c'est, à la Maison Blanche, je lui dis mais qui vous êtes? Il dit oh, je suis juste quelqu'un qui a changé 4 ou 5 fois le cours de la musique. Et c'est vrai. En 56 avec le premier quintet, d'abord avec Birth of the Cool en 49 ou 48, 56, en 61, d'abord sans même compter la parenthèse extraordinaire de Kind of Blue, auquel je consacre une entrée, on va dire, chapitre entier, et puis le deuxième quintet, et puis le passage au rock quand même. C'est Betty Davis, qui est sa femme de l'époque, qui est very wild, qui le pousse. Après, il saura qu'elle a été la maîtresse de Hendrix. Et donc, lui est un peu jaloux de Hendrix. Il se dit, mais ce gars-là, sûr, il joue le blues comme un fou, mais quand même, il vend des millions de disques, et moi, voilà. Donc, ils finissent par se rencontrer grâce à cette boutique de fringues de Stella Benabou dans le village Vanguard, et qui vend les trucs les plus hip du monde. Et donc, il change de personnage. Au lieu du gars au petit costard italien, cobalt des années 60, 61, etc., super bien sapé, etc., il devient le mec de la deuxième partie de la vie de Miles qu'on connaît. Et sa musique devient aussi extraordinaire, parce que Beaches Brew, en 69, début 70, qui est l'album qui vend énormément, qui devient un prodige de jazz rock. Un album de jazz n'avait jamais vendu autant instantanément, et dû au fait que Teddy Macero, le producteur, a dû complètement couper dans des sessions qui duraient 4 jours entiers. Donc imaginons une bande qui tourne pendant 4 jours de studio, ça fait peut-être, je sais pas, 50 heures de musique dans laquelle... voilà, il y a aussi le truc du producteur. On n'est plus juste dans un truc, le créateur tout seul devant son micro, mais il faut réassembler la musique. On est déjà dans une modernité. Donc la raison pour laquelle je voulais parler de Hendrix, c'est avant tout pour le lier avec Miles, c'est parce que j'ai un amour inconsidéré pour Hendrix. Et la troisième petite raison, c'est parce que comme Antoine ne l'avait pas intégré dans son dictionnaire du rock, je me suis dit quand même que Hendrix, ça vaut quand même la peine d'en causer, quoi. Alors c'est pas Hendrix à la place de Petrucciani, c'est vrai que Petrucciani était le dernier. J'ai failli l'écrire quand le délai était... Il fallait que, pour des raisons compliquées, enfin, je devais rentrer à l'hôpital à ce moment-là, donc il a fallu que j'envoie le truc, et j'ai pas écrit Petrucciani. J'ai pas écrit non plus Keith Jarrett. Alors, ce qui est quand même... voilà, j'ai pas écrit milliards de trucs. Sur les trois, il y aurait Armstrong de toute façon. C'est très compliqué. Il y aurait quelqu'un que j'aime énormément... C'est au-delà de sa capacité d'être un musicien, mais c'est comme homme et comme symbole, c'est Roland Kirk, que j'ai jamais vu quelqu'un sur scène qui me donne autant cette extraordinaire chaleur et cette envie de communiquer le truc le plus profond, le plus important du jazz. Mais bon, c'est purement mon truc amoureux, là. Et voilà, après, il y aura certainement un musicien d'une plus grande modernité. J'ai un énorme amour pour quelqu'un dont je ne sais même pas encore s'il est totalement sérieux ou pas, mais néanmoins, c'est Sun Ra qui a apporté une conception de la musique absolument éblouissante. Et j'oublierai jamais les concerts de la Fondation Mag en 70 qui étaient juste something else. J'ai même pas mis Miles dessus parce que Miles il est en dehors du podium. Ouais. Il est quelque part. Il est hors catégorie. Oui, il ne monte pas sur les podiums. Faut que je réfléchisse parce que c'est une question. C'est drôle parce que je vais répondre qu'une connerie parce que c'est ma vie.
je ne peux pas vivre sans le jazz. J'ai jamais vécu sans le jazz. Le jazz m'accompagne sans arrêt. Chaque fois que je mets un morceau de musique, il y a une chance sur deux, ou même deux chances sur trois. Aujourd'hui, trois chances sur trois, que ce soit quelque chose qui soit du ressort du jazz. Et bon, dans le jazz pour moi est très vaste. Je veux dire, j'intègre une partie du blues dans le jazz. Comme je l'ai mis dans mon bouquin, un gars comme Monty Alexander, qui entre jazz et reggae, pour moi, fait partie de cet univers, de la même que la salsa. Mais j'aime aussi énormément d'autres musiques. Mais le jazz reste quand même très profondément, pratiquement, c'est mon ADN, quoi. Je pourrais pas vivre sans. Je pourrais vivre sans beaucoup de choses, mais pas sans jazz. Il suffit. Alors là, c'est très simple. Si on veut savoir comment le jazz est vivant, il ne faut pas être dans l'univers du jazz enregistré tel qu'on le connaît. Ça, c'est le jazz d'avant. Parce que simplement, pour des raisons purement mercantiles, autant le jazz a été une poire pour la soie pour l'industrie du disque dans les années 50 et 60, autant aujourd'hui, l'industrie du disque a été terriblement modifiée. On sait très bien que les supports se vendent mal, que ce soit, il n'y a pratiquement plus de CD, il n'y a que les gens d'au-delà de 50, 60 ans qui achètent ou qui gardent des CD comme moi. Et donc tous les gens vont vers le streaming aujourd'hui. Donc la consommation à travers Deezer, Spotify, Apple Music, ce qu'on veut, de morceaux de musique qu'on va aller chercher quelque part sur Internet. Donc je vais parler du streaming plus tard parce que c'est un de mes gros. Ça m'énerve à un moment mais c'est pas la bonne question. Donc il faut que je réponde, je veux dire, à la bonne question. La bonne question, c'est comment il existe. Il existe. Regardons YouTube et regardons tout ce que les jeunes musiciens sont en train de mettre. Là, je suis en train de regarder un iPhone qui est en train de m'enregistrer. C'est pareil. Les mecs mettent un iPhone sur un pied, ils mettent 2 micros et une petite console quand ils ont le fric pour la louer. Et ils se filment en club et la lumière est suffisante, etc. Et là, on a à la fois la liberté du club et à la fois le témoignage l'Internet a apporté une multiplicité de possibilités de voir et d'écouter qui ne s'est jamais produit avant. Alors, le point, c'est de savoir qui est quoi, qui fait quoi, qui est intéressant, qui est pas. Mais au moins, on a la possibilité de le voir. Pour ça, il faut quand même de la curiosité et du temps. Deux choses qui ne sont pas toujours extrêmement partagées dans l'univers de gens qui travaillent. Je prends deux exemples. Les deux derniers que j'ai vus, par exemple. Dans un registre qui est pas du jazz, mais qui est pas loin du jazz. Anderson .Paak, un chanteur que mes enfants adorent. C'est des trentenaires, jeunes trentenaires ou pas encore trentenaires. Il a commencé il y a 18 ans. Le gars est batteur. Maintenant, ils ont mis au point un truc qui s'appelle des concerts, pocket concerts, dans mon bureau. Donc, grosso modo, le décor, c'est un bureau, un peu large, avec un grand angle. Et les musicos arrivent tous devant, ils se mettent devant. Ils ont de petites consoles grandes comme ça. Et c'est totalement live. Et lui, il est là, il a une caisse claire, il a une Charleston, il a une hi-hat. Et il a juste mis un chiffon sur la caisse claire pour que ça ne résonne pas trop, etc. Il a le bassiste à côté, le guitariste à côté. Et mon vieux, ça y va. Et pour moi, j'ai réentendu Marvin Gaye. Il faut se souvenir que Marvin Gaye à Motown était batteur de jazz et qu'ensuite il est devenu chanteur. Ce Paak Anderson-là, il a aujourd'hui 19 ans. Il faut écouter ça pour se rendre compte que l'affiliation, elle y est. De la même manière, il y a l'autre truc que j'ai entendu, et c'est un groupe que j'adore, c'est Snarky Puppy, qui est un collectif de 15 musiciens et musiciennes, et qui s'enregistrent partout où ils vont et qui sont formidables, quoi. Je les adore. Ils peuvent jouer des tas de... Leur dernier album, c'est Retour quasiment à la case Tex-Mex. Bon, c'est vachement marrant, quoi. C'est bien. Alors qu'on ne me dise pas que le jazz est mort, là, je pense que c'est totalement nul. Au contraire, il n'a jamais été aussi vivant. Mais le monde a changé. C'est plus une musique de masse qui s'adresse au grand public. C'est une musique qui s'adresse à des petits publics de fans qui s'amalgament grâce à l'Internet autour du monde. Et si je peux me permettre une réflexion à ce sujet, c'est que l'idée de ce dictionnaire, qui n'en est pas un, c'est plutôt un recueil de nouvelles. Et pour écrire des nouvelles sur quelqu'un, il faut qu'il y ait un ressort dramatique important. Et je dois dire à la vérité que la mort est un ressort dramatique important. Et les morts de quelques-uns sont dramatiques. La mort de Billy Holiday est dramatique.
Billie Holiday qui est dans sa chambre d'hôtel, et les flics, alors qu'elle est en train d'agoniser dans son lit, les flics interdisent l'entrée dans la chambre, ils cherchent la drogue partout, ils finissent par la trouver. Elle a terminé avec zéro cent sur son compte en banque, et elle avait juste 7500 $ en liquide dans ses vêtements. Bon, j'ai aussi voulu montrer, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de musiciens du passé, que c'est pas simple d'être un musicien de jazz. C'est un destin qu'il faut assumer, et on l'assume, on le paye souvent avec le prix le plus cher. Ben, moi, je peux très bien envisager autre chose qu'un volume 2, parce que des dictionnaires amoureux, il n'y a pas de volume 2. Donc, ça serait un autre regard, mais effectivement ouvert euh, ce- ouvert sur les musiciens qui ne sont pas forcément aujourd'hui des musiciens de jazz. L'avantage du jazz d'aujourd'hui, c'est qu'il a éclaté les frontières. Donc il a quelque part quelque chose qui le relie à cet arbre généalogique qui est important, mais quelquefois qui est parti très... Tigran Amasayan, par exemple. Ouais. Qu'est-ce qui joue? C'est quoi la musique qui joue? Il faut qu'on me dise. Au départ, avec les frères Moutin, c'était vraiment jazzy, mais maintenant c'est très différent. Ces racines arméniennes ont vraiment repris le dessus, mais c'est très intéressant à écouter aussi. Demain, en Australie, il y aura peut-être quelque part un groupe aborigène qui va faire une musique incroyable. Mais c'est ça que j'aime dans le jazz, c'est que sa capacité extraordinaire à se ressourcer. Les harmonies de la musique que Tigran Amasayan joue et qui sont d'origine arménienne. Il faut se souvenir que euh, Miles a été initié à la musique de Khachaturian par Bill Evans. Et Miles appelait Bill Evans après ses gigs, le soir quand il rentrait chez lui, enfin le soir, quand je parle du soir, c'est le petit matin, et il disait joue pour moi, parce qu'il voulait que Bill lui joue ses harmonies absolument extraordinaires. Là aussi, l'histoire de Bill Evans et de Miles Davis, c'est un peu de la dialectique du maître et de l'esclave. À un certain moment donné, Bill Evans s'est fait vraiment marcher sur les pieds par Miles, qui avait un tempérament de dominance, mais Miles respectait beaucoup Bill Evans, même s'il se foutait de lui en l'appelant Whitey, l'équivalent de négro pour un blanc, dit par un noir aux États-Unis. Mais voilà, toutes les musiques de traverse aujourd'hui sur cette planète sont des musiques que j'aime parce qu'elles participent à l'hybridation du jazz. Et je ne crois pas à un concept de pureté en ce qui concerne la musique, et encore surtout pas en ce qui concerne le jazz.